au Sénégal, midi également en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire de ce journal, Sadio Mané sera-t-il le ballon d'or africain ce soir au Caire? Encore quelques heures de suspense, sauf à Bambali où tout est en place pour fêter la victoire du fils du terroir. Nous irons dans la capitale égyptienne et dans le village natal de Mané avec nos envoyés spéciaux ici et là. Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à la barre. Deux affaires qui ont défrayé la chronique. L'assassinat de l'ex-membre du Conseil économique, social et environnemental Fatoumata Matar Ndiaye et le meurtre du taximan Ibrahima Samb. Hausse du prix de l'électricité, les boulangers ruent dans les brancards. Leurs coûts d'exploitation mènent leurs entreprises vers la faillite. Dialogue national, près de 2 semaines après l'installation du comité de pilotage. Les travaux n'ont toujours pas démarré. Pas de péril en la demeure, selon certains membres que nous avons contactés. Les titres inter, avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Le général Qassem Soleimani, inhumé dans sa ville natale, obsèques qui ont fait beaucoup de morts. Aujourd'hui en Iran, des morts également au Mali, 5 soldats tués. Nous allons également faire analyser la sortie du président Sassou du Congo-Brazzaville. Le médiateur libyen exige que l'Afrique ne soit pas mise à l'écart dans la résolution de la crise libyenne. Peine perdue, analyse Dr Bakary Samb que vous entendrez. À tout à l'heure pour le détail de toutes ces informations. Pour le menu du journal des sports que vous nous présenterez dans quelques minutes, Malal Gagne Junior, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. Au sport, nous parlerons exclusivement du ballon d'or africain. RFM va faire réagir des experts en football sur les performances de Sadio Mané. Nous allons également retracer l'historique du palmarès du ballon d'or. Vous entendrez également la réaction des hommes de la rue sur le choix de donner le ballon d'or à Sadio Mané. Le développement dans une vingtaine de minutes. Et puis, point de vue, aujourd'hui, nous nous intéressons à la recrudescence des attaques armées, surtout dans les zones rurales et périurbaines, et aux réponses apportées à cette insécurité. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Un lion couronné roi du football africain au pays des pharaons. Tel pourrait être le titre d'une légende dont le joueur sénégalais Sadio Mané serait le héros s'il remportait le ballon d'or africain ce soir au Caire, comme beaucoup le prédisent. L'attaquant vedette de l'équipe nationale du Sénégal et de l'équipe de football de Liverpool est arrivé hier au Caire. Dans la capitale égyptienne, nous retrouvons l'envoyé spécial du groupe GFM, Bakary Cissé. Bonjour. Bonjour Suleiman. Alors, quelle est l'ambiance actuellement au Caire? Oui, à quelques heures des CAF Awards, il faut dire que tout se passe bien au niveau de la délégation sénégalaise présente ici à Hurghada. Sadio, quant à lui, est arrivé hier soir, comme vous l'avez pu constater dans les différentes liaisons. Donc, ce matin, après avoir pris son petit déjeuner, il a eu droit à une séance d'entraînement qui a duré 1h20 à 45 minutes de l'hôtel où loge toute la délégation de la CAF. Effectivement, avant d'arriver, Liverpool a déployé 5 éléments de la sécurité pour gérer son joueur. Mais il y a aussi un préparateur physique et un physio qui ont demandé à Sadio de respecter scrupuleusement, n'est-ce pas, le programme de ses coéquipiers à Liverpool. Donc, effectivement, aujourd'hui, Sadio est allé s'entraîner et dans la foulée, il n'y aura pas de conférence de presse comme ça se fait souvent. Mais bon, après, vers les coups de 18h, certainement, la cérémonie va démarrer. Donc, dire qu'effectivement, la délégation sénégalaise présente ici est composée, entre autres, du président Augustin Senghor, du deuxième vice-président Abdoulaye Sow, de Aliou Cissé, mais surtout de El Hadj Diouf. Donc, ce sont eux qui représentent officiellement le Sénégal, même s'il y a des invités de marque, notamment Khalidou Fadiga ou encore Madi Touré. Ils sont tous présents ici à Hurghada. Mais l'un dans l'autre, comme on vous l'a dit, tout se passe très bien. Sadio reste serein. C'est vrai que les deux autres lauréats ne sont pas encore arrivés. D'après les informations que nous avons reçues, ils ne seront pas là. Mais bon, on essaie de faire avec. On verra bien. Merci beaucoup, Bakary Cissé, en direct du Caire. Nous vous retrouverons au cours de la soirée lors de nos éditions spéciales, de notre émission spéciale sur cette cérémonie du Ballon d'Or africain. Et s'il y a un endroit au monde où on a
le moindre doute sur l'attribution du Ballon d'Or à Sadio Mané, c'est bien son village natal, Bambali, dans la région de Sédhiou. C'est la grande effervescence dans la localité que Mané a sorti de l'anonymat. Également en direct de Bambali, Max Euclide Kamfani, bonjour. Bonjour Souleymane. Dites-nous, comment ça se passe là-bas? Ça se passe plutôt bien. Ici, vous entendez la musique derrière moi. Bambali qui s'est préparé depuis les 4 derniers pour vivre ce jour ici sur le Manteau. C'est la confiance totale qui règne, les fans au soleil, la grande mobilisation. Pour les affiches longent les murs de la maison de l'international sénégalais. Hier, jusqu'à 0h, les fans montés, ils ont dansé au rythme du balafon et du Dambado. Cette année, c'est la bonne actualité ici. Les fans de Sadio Mané sont tout confiants. J'ai devant moi deux des membres de l'organisation. D'abord, Sana Mané, comment cet événement a été préparé et depuis ici à Bambali? Bon, un événement qui a été préparé donc, dans une forte mobilisation. Pour vous dire que depuis ce samedi, donc une mobilisation, une sonorisation est continuelle, donc qui a fini à faire le tour de toute la commune. Donc, on est là jusqu'au moment où nous sommes. Comme là, derrière Sadio Mané, et on est confiant qu'il doit remporter ce ballon d'or dans quelques heures. Et la fête va continuer jusqu'à demain, Inch'Allah. Mamadou Mané, vous êtes le président de la jeunesse. Vous avez mobilisé la jeunesse. Comment ça s'est passé cette mobilisation pour que le ballon d'or 2022 soit ici à Bambali, soit remis à Sadio Mané? Vraiment, la mobilisation, ça s'est très bien passé. On a vu que tout le monde s'est levé pour vraiment prendre l'événement en main. Nous avions formé des commissions d'organisation. On a eu une scène en musique qui a sillonné tous les villages qui sont dans la commune. Donc, ils ont fait passer l'information. À chaque fois, on fait des réunions périodiques. Donc, on a aussi fait la communication dans les réseaux sociaux, dans WhatsApp et même dans les radios pour faire passer l'information. Donc, à l'instant où nous sommes, la maison est pleine et les gens sont en train de venir pour répondre à l'appel de la population. À l'appel de la population, voilà en résumé ce qui se dit ici à Bambali, Souleymane, pour cette édition Cap World en attendant le verdict ou l'annonce de la désignation du meilleur joueur africain pour cette année. Merci à vous, Max Euclide Kamfani, vous également. On vous retrouvera dans les prochaines heures lors des éditions spéciales que nous vous proposerons en début de soirée sur la RFM. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Le présumé meurtrier de Fatoumata Matar Ndiaye, jugé aujourd'hui devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. L'audience n'a pas encore démarré, mais la chambre criminelle a rejeté la demande de renvoi du procès introduite par l'avocat de la défense. Le chauffeur de l'ancienne vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Samba Sekou Sow, est le principal suspect dans cette affaire Fatoumata Matar Ndiaye. Une autre affaire qui attire les attentions, c'est l'affaire Ousseynou Diop, qui doit être jugée aujourd'hui aussi. Ce vendeur de véhicules de luxe avait tué le taximan Ibrahim Samb par balle dans une station-service à Ouest-Foire. Les faits remontent au 26 octobre 2016. Nous reviendrons sur ces deux affaires avec notre reporter au palais de justice de Dakar, Amadou Sabarba. Ce sera certainement lors de nos prochaines éditions. Et puis, un véhicule de la brigade de gendarmerie de Samine dans le département de Goudomp a fait des tonneaux ce matin sur la route de Goudomp à hauteur de Mangarougou. Le chauffeur voulait éviter de heurter une moto Jakarta en se rendant à Kolda pour le déferrement d'un individu arrêté. Il y a eu 4 blessés, 3 gendarmes et le conducteur de moto Jakarta. La personne interpellée, elle est sortie indemne de cet accident. Parlons maintenant de l'affaire des attaques contre les Chinois dans le bassin arachidier. Les responsables de l'usine chinoise attaquée ce week-end
à Sanguil, dans la région de Kaolack, se réjouissent de la sortie du chef de l'État qui a condamné la série d'attaques contre les opérateurs chinois qui interviennent dans la campagne de commercialisation de l'arachide. Leur sécurité a été renforcée avec la présence d'une patrouille de la gendarmerie sur les lieux. Écoutons le directeur de l'usine West Africa Agriculture, Pape Dieng, au téléphone avec El Hadj Ndiougou-Diène. C'est un acte responsable. Nous sommes très contents de cette sortie, franchement, parce que l'arrivée des Chinois au Sénégal, c'est grâce à lui. Donc vraiment, on doit protéger les investisseurs des Chinois. Donc moi, je pense que c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est grâce aux Chinois que le prix de l'arachide arrive là où il est. Avec la sortie du président de la République, nous sommes vraiment contents, nous sommes rassurés. Est-ce que la sortie du président de la République est suivie d'effet? Avez-vous senti des mesures prises pour garantir votre sécurité sur place? Oui, depuis avant-hier, il y a une checkpoint de la gendarmerie. Il y a une patrouille depuis avant-hier, franchement. Donc, avec le commandant de la gendarmerie territoriale de Kaolack, commandant Cissé, et l'adjudant-chef Ndiaye, vraiment, depuis l'attaque, vraiment, ils nous ont soutenus, ils nous assistent. Donc, même hier, avant-hier, la patrouille était sur place. Donc, entre-temps, qu'on essaie de voir comment on pourra avoir une bonne sécurité sur place. Donc, depuis lors, nous n'avons plus de problème, on travaille sans problème. Restons dans le domaine de l'agriculture. Le Sénégal n'a pas atteint l'autosuffisance en riz. Les acteurs du secteur ont des points de vue divergents sur le concept. Pour les uns, le plus important, c'est que le riz soit accessible partout sur le territoire. Et pour d'autres, il est plus sûr de sécuriser sa production et d'atteindre l'autosuffisance. Hawambaye. L'autosuffisance en riz, le Sénégal ne l'a pas encore atteinte, même s'il s'est fixé cet objectif en 2014. Le Dr Waly Diouf estime qu'il est beaucoup plus important de doubler sa production en riz et le Sénégal l'a fait. Il est le coordonnateur du programme national d'autosuffisance en riz. Au lieu de parler maintenant d'autosuffisance, mais plutôt, et cela est beaucoup plus facile à mesurer, parler de doublement de la production. Quand nous avons fait le bilan, pour les 23 pays qui étaient engagés, le Sénégal fait partie des meilleurs. Nous n'avons pas seulement réussi à doubler, nous avons triplé. Pendant ce temps, certains pays ont doublé, d'autres n'ont même pas réussi à dépasser le niveau qu'ils avaient. Ils ont plutôt reculé. Et il ajoute que le riz de la vallée est disponible sur tout le territoire national et c'est un élément de taille qu'il ne faut pas négliger. Vous trouverez ce riz partout sur le territoire national, du riz d'excellente qualité, toute l'année. À défaut d'atteindre l'autosuffisance en riz, il faut au moins assurer la disponibilité de 70% de la production locale. C'est l'avis de Salif Sarr, économiste agricole. Pour moi, et je pense, et pour beaucoup de spécialistes et beaucoup de Sénégalais, il est plus sûr d'aller dans une option d'autosuffisance en riz et c'est possible aller à 70 à 75% de nos besoins en termes de production. Toujours autour de 1 million de tonnes de riz blanc. Ça pourrait inverser la tendance de l'importation, c'est-à-dire une production nationale plus importante que les importations. Les importations viendront compléter la production nationale pour le bien-être des Sénégalais. 1 600 000 tonnes de riz, un objectif que le Sénégal voulait atteindre en 2018. Aujourd'hui, la production est en deçà. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les boulangers sonnent l'alerte. La hausse du prix de l'électricité pourrait mener à leur faillite. Leur consommation d'électricité a doublé depuis un mois et le prix du pain reste inchangé. Ils demandent donc des mesures d'accompagnement. Reportage Salimata Aw. Un cri du cœur de ce boulanger. Sa consommation hebdomadaire était de 40 000 francs par Woyofal, mais cela dure maintenant 5 jours. On achetait 40 000 francs par Woyofal pour toute une semaine, mais on est obligé d'acheter encore avant la fin de la semaine. C'est très dur maintenant, mais comment faire? Depuis le mois de décembre, c'est cette situation qui prévaut. À ce rythme, tous les boulangers risquent d'abandonner ce métier aux grandes dames des consommateurs, selon Abdou. On n'a pas le choix, on vend à perte et ce n'est pas normal. Le syndicat doit trouver une solution à ce problème. Sinon, beaucoup de boulangeries risquent de fermer leurs portes. Une autre boulangerie sise à la rue 6, c'est le même constat.
cas, le gérant demande à l'État de revenir sur sa décision. On est déjà pauvre pareil. On est encore pauvreté. Parce que déjà ton revenu est trop faible. Il faut dire par exemple. Les professionnels du secteur de la boulangerie estiment que cette hausse va compliquer la situation. Ils fustigeaient déjà les prix du sac. À ce sujet, l'appel du Forum du justiciable au Front social, Babacar Ba demande au collectif Nyolank Nyobagne de privilégier le dialogue sur la confrontation. Pour ce faire, il invite ce Front social à porter son plaidoyer sur le prix de l'électricité devant le dialogue national. Le président du Forum du justiciable, Babacar Ba, avec Georges Déthié-Diop. Nous lançons un appel à l'endroit de toutes les composantes du Front social, notamment le mouvement Nyolank Nyobagne, de privilégier le dialogue à la confrontation. Mais également, nous les invitons aujourd'hui à porter leur plaidoyer, notamment ce qui concerne la hausse du prix de l'électricité, de porter toutes ces revendications-là au niveau du dialogue national. Donc je pense qu'aujourd'hui, le président de la République a lancé ce dialogue national et que ce dialogue ne sert à rien quand même pour discuter, en tout cas, de toutes ces questions-là. Donc au lieu d'aller à la confrontation, au lieu quand même de multiplier les manifestations, donc je pense que pour avoir du concret, ce serait quand même bien de porter, en tout cas, toutes ces revendications-là, de les mettre sur la table et puis d'en discuter. Et je pense qu'à partir de ce moment, quand même, on pourra trouver, en tout cas, une solution. Donc nous les invitons aujourd'hui à venir au dialogue, de mettre sur la table toutes ces revendications-là, et à partir de ce moment, on pourra quand même trouver, en tout cas, une solution. Donc moi, je pense que c'est l'appel, c'est la meilleure solution que d'aller, en tout cas, à la confrontation, qui, à mon avis, ne peut pas régler quand même grand-chose. Donc aujourd'hui, l'idéal, en tout cas, serait quand même que toutes les composantes, en tout cas, de ce fonds social-là, Nyolank Nyobagne et tous les autres mouvements, notamment ceux qui portent le plaidoyer sur la question de l'éducation et autres, quand même de venir au dialogue national, de privilégier en tout cas le dialogue que la confrontation. Justement, au sujet de ce dialogue national, ce gros point d'interrogation, des convocations pour une première réunion ont été annoncées cette semaine. Elles ne sont toujours pas émises. Les membres du comité de pilotage sont dans l'attente et n'ont aucune idée du siège du dit comité. Georges Déthié-Diop. Aucune convocation n'est pour l'heure émise. Du moins, elles ne sont pas encore parvenues aux membres du comité de pilotage du dialogue national. Les convocations pour une première réunion étaient attendues cette semaine. Pour autant, nos interlocuteurs ne dramatisent pas. Ils ne désespèrent pas. On est seulement mardi et les courriers peuvent être émis les heures et les jours à venir. Mais pour le lieu où les rencontres entre membres du comité de pilotage doivent se tenir, il n'est pas connu. Le comité de pilotage ne dispose pas encore de siège, du moins à la connaissance de ses membres. Certains pensent d'ailleurs que la première réunion pourrait bien se tenir au Conseil économique, social et environnemental. Cette question du siège serait en partie à l'origine des lenteurs notées. Et pourtant, le président de la République avait promis de mettre les moyens nécessaires à la disposition de Famara Ibrahima Sagna et compagnie pour la réussite de leur mission. Mais ça tarde et le temps n'attend pas. Du temps est d'ailleurs perdu. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. L'actualité internationale. D'abord, le général Soleimani inhumé aujourd'hui dans sa ville natale. Des obsèques mortelles. Plusieurs personnes ont été tuées dans des bousculades à Kerman, au sud-est de l'Iran, lors des funérailles du général Qassem Soleimani. Soleimani inhumé aujourd'hui dans sa ville natale de Kerman après 3 jours de deuil national qui prennent fin d'ailleurs ce mercredi. Nous y reviendrons tout à l'heure peut-être. Les réactions se poursuivent après la victoire du président Embalo en Guinée-Bissau. C'est cela, la famille chérifienne Mahfouz, guide spirituel des Daïha Nourou Binako de la Guinée-Bissau, salue la maturité et la responsabilité du peuple bissau-guinéen et l'invite le perdant Domingos Simoes Pereira à accepter le verdict des urnes et à œuvrer pour la paix et la concorde nationale. Mahfouz Fall, directeur général de Nourou Binako, au micro de Lamine Ba. Le peuple bissau-guinéen a montré encore une fois toute sa maturité et ils ont élu, n'est-ce pas, le président d'une manière démocratique. Aujourd'hui, la Guinée-Bissau n'a rien à envier, n'est-ce pas, aux grandes démocraties comme les États-Unis ou d'autres plus grandes puissances, n'est-ce pas, qui élisent le président et le lendemain, tout le monde va à leurs occupations. Nous ne ferons que féliciter, n'est-ce pas, ce peuple. Son Excellence, M. Omar Sissoko Embalo, n'est-ce pas, qui a gagné la confiance
de ce peuple. Et nous réitérons toutes nos prières parce que être président de la Guinée-Bissau demande, n'est-ce pas, de l'accompagnement de tout le peuple, mais encore des prières. Nous lançons un appel à cette occasion, n'est-ce pas, à son frère et ami Domingo Simon Pereira. Nous appelons à DSP à œuvrer dans, n'est-ce pas, dans le sens de créer une unité, n'est-ce pas, parce qu'aujourd'hui, Guinée-Bissau n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'une haute instabilité. Pourquoi on est trop attaché à ce pays? Parce que tout simplement, nous avons les 99% des talibés shérifs sont dans ce pays-là. Et de 5 au Mali. Ces 5 militaires qui ont été encore tués au centre du Mali, c'est à la suite d'une explosion d'un engin. Les soldats appartenaient aux FAMA, forces armées maliennes. L'annonce a été faite par le ministre malien de la Communication, Salimata Awa. L'incident s'est produit hier près de la localité d'Alatona, au centre du Mali. 5 militaires tués dans l'explosion d'un engin. L'annonce a été faite par le ministre malien de la Communication. Les militaires qui appartenaient aux forces armées maliennes sont tombés dans une embuscade de l'État islamique. 4 véhicules de l'armée malienne ont été également calcinés. Au tout début du mois de décembre, 3 autres militaires ont été tués dans une explosion à Mopti, toujours dans le centre du Mali, selon malijet.com. Le Nord Mali avait basculé dans la violence, faut-il le rappeler. Entre mars et avril 2012, les groupes terroristes liés à Al-Qaïda ont pris le contrôle de certaines localités. Le président Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, sur un ton ferme, a exigé que l'Afrique ne soit pas mise à l'écart dans la gestion de la crise libyenne. Pour Bakary Samb, cette sortie du médiateur de la crise libyenne ne changera rien. L'Union africaine va continuer à jouer les seconds rôles. La sortie du président Sassou Nguesso dénonçant une forme de marginalisation de l'Afrique et du leadership africain par rapport à la résolution de la crise libyenne se justifie. À mon avis, les premiers pays qui ont été impactés par la crise libyenne et la chute de Kadhafi ont été les pays du Sahel, notamment le déclenchement de la crise malienne et toutes les conséquences que ça a pu avoir dans la région aujourd'hui, avec l'arrivée d'un djihadisme massif au nord du Mali, mais aussi la contagion d'autres espaces comme ceux du Niger et du Burkina Faso. Aujourd'hui, on voit que ce qui se joue en Libye, c'est en quelque sorte une forme de guerre par procuration menée par des puissances qui sont mues par des intérêts géostratégiques, parfois très loin de l'agenda de paix et de l'agenda qui consisterait à recouvrir la paix en Libye. Tant que l'Afrique ne se donne pas les moyens utiles et les moyens nécessaires d'une diplomatie forte, basée avant tout sur une forme de souveraineté pour ce qui est des moyens militaires. Souleymane, c'est tout pour cette page internationale. Merci Binta Diallo. Tout à l'heure, point de vue, nous parlerons de la recrudescence des attaques armées, surtout dans les zones rurales et périurbaines. Nous parlerons également des réponses à y apporter. Et pour ce faire, nous serons avec le colonel Sankoun Fati, colonel de gendarmerie à la retraite, et avec le commissaire Cherna Keïta, commissaire de police à la retraite également, ancien directeur de l'Ocretis. Bonjour Souleymane. Malal Junior Diagne, les journalistes sénégalais votent pour Sadio Mané. En tête desquels le directeur de publication du journal Record du groupe Futur Média, Hubert Mbengue, qui estime que Sadio Mané a fait tout ce qu'il devait faire pour remporter ce ballon d'or. Il revient sur le parcours du numéro 10 des Lions du Sénégal et de Liverpool sur ces 4 dernières années. Il a fait la meilleure saison parmi les 3 finalistes, autant en club qu'en sélection. Donc également sur le plan individuel, il a été meilleur que ses 2 challengers. Donc Sadio a été très très performant toutes ces dernières années, mais particulièrement cette année 2019, et il mérite amplement sa couronne. Il a gagné la Champions League, il a également gagné la Super Coupe d'Europe en marquant notamment un doublé, et il a gagné la Coupe du Monde des clubs. Je crois qu'avec son statut de vice-champion également d'Afrique, où il a été parmi les meilleurs buteurs de cette CAN, il a également été présent dans l'équipe type de cette CAN dégagée par la CAF. Donc, à tout point de vue, je crois qu'il devance ses concurrents et il mérite amplement ce trophée. Surtout qu'il a été dans la régularité toutes ces années. Il faut rappeler que Sadio Mané était déjà parmi les finalistes en 2016, l'année où Mahrez a été sacré. Également en 2017 et en 2018, où Salah a été sacré.
Évidemment, nous parlons du Ballon d'Or 2019. Et avant le direct de ce soir, RFM a revisité le palmarès du Ballon d'Or. Et c'est Anna Rocha qui a joué aux historiennes. Voilà 17 ans que le Sénégal n'a plus gagné ce trophée. La dernière fois, c'était en 2002 avec El Hadji Ousseynou Diouf. D'ailleurs, le football sénégalais n'a pas été récompensé sur ces 15 dernières années. Retour sur ce palmarès du Ballon d'Or avec Anna Rocha. Après El Hadji Ousseynou Diouf en 2001 et 2002, Sadio Mané sera-t-il le deuxième footballeur sénégalais à soulever ce trophée de meilleur joueur africain de l'année en 2019. Il est favori en tout cas au vu d'une saison exceptionnelle. Vice-champion d'Angleterre, co-meilleur buteur de la Première Ligue avec 22 buts, vainqueur de la Champions League, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, entre autres performances. Mais voilà, depuis 17 ans, le trophée échappe au football sénégalais. La Côte d'Ivoire est à ce jour la plus titrée dans cette catégorie avec 6 trophées remportés par Didier Drogba en 2006 et 2009. Puis Yaya Touré entre 2011 et 2014. Ensuite vient le Nigeria qui s'impose avec 5 prix sur le football africain jusqu'à la fin des années 90. En 1993, juste après Abedi Pelé, c'est Rachidi Yekini qui soulève le trophée. 1994, son compatriote Emmanuel Amunike lui succède, mais l'année suivante, le Libéria a le vent en poupe. George Weah devient en 1995 le premier et l'unique footballeur libérien à gagner le titre. Mais entre 1996 et 1999, retour en force du Nigeria avec notamment un double ballon d'or pour Nwankwo Kanu. Entre les deux, un titre pour son compatriote Victor Ikpeba et aussi le Marocain Mustapha Hadji. Au début des années 2000, le vent tourne cette fois-ci du côté du Cameroun. Patrick Mboma s'offre le premier trophée de la décennie. De 2003 à 2005, Samuel Eto'o-Fils règne en maître. En fait, l'international camerounais qui sera le maître de la cérémonie des CAF Awards ce soir est avec Yaya Touré, le détenteur du record. 4 ballons d'or, dont le dernier remonte à 2010. Le Mali, le Togo, le Gabon et l'Algérie ont chacun remporté une fois le trophée. Frédéric Kanouté en 2007, Emmanuel Adebayor en 2008, Pierre-Emerick Aubameyang en 2015 et Riyad Mahrez en 2016. Depuis, c'est le coéquipier de Sadio Mané à Liverpool qui détient le trophée. Allons seulement faire un tour rapidement dans les rues de Dakar pour tâter le pouls et demander aux Sénégalais qu'est-ce qu'ils pensent de ce trophée que Sadio Mané convoite et que les Sénégalais attendent. Je veux qu'on lui donne ça. Et toi? Ouais, c'est ça. C'est Mané qui mérite. À la rue 6 de la Médina, il est 10h. Oumar et ses amis discutent autour de la marmite de Café Touba. Chacun d'eux donne son point de vue sur le grand favori pour le titre du Ballon d'Or africain. Sadio Mané est le plus méritant, selon eux. C'était un très bon buteur et tout. Vraiment, bonne chance à lui, quoi. Cet homme reste optimiste. Pour lui, Sadio a connu une année faste avec des victoires en Ligue des Champions. Il pense que le moment est venu de le consacrer. Il a tout fait. Donc on ne peut pas dire que non, c'est pour l'autre personne. Tout le monde sait que c'est pour lui cette année-là. Donc moi je veux qu'on lui donne ça. En maillot bleu, Amadou Cissé Gueye, trouvé en train de boire tranquillement sa tasse de café, revient sur le parcours resplendissant de Sadio Mané. Il se dit convaincu à 100% de son couronnement. Il a montré toute son qualité de jeu, d'avoir la Ligue des Champions, meilleur buteur d'anglais. En plus, avec cette année, il a fait beaucoup d'espoir. Le trophée du joueur africain de l'année sera remis ce soir par la Confédération africaine de football entre l'Algérien Riyad Mahrez, Manchester City, l'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool et son coéquipier Sadio Mané, tous en course pour ce ballon d'or. Les Sénégalais rencontrés restent optimistes quant à la première place qui va permettre à l'international d'être au sommet du football africain dans une cérémonie prévue au pied des pyramides. Rendez-vous à 18h15 pour une édition spéciale sur ce Ballon d'Or. Rendez-vous est pris avec vous, Malal Diagne, avec des invités et des interviews. 18h15. Bienvenue à Point de vue. Nous parlons de la recrudescence des attaques armées, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, et surtout des réponses
apporté ou à apporter à ces attaques. Et pour en parler, nous sommes avec deux hommes du Sérail, deux hommes expérimentés. D'abord, le colonel Sankoun Fati, colonel de gendarmerie à la retraite. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Également avec le commissaire Cheikhna Keita, commissaire de police à la retraite, ancien directeur de l'OCRTIS. Commissaire, bonjour. Bonjour, mon cher. Alors, d'abord, une analyse de la situation globale. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'attaques contre des bureaux de poste, des stations-service, des boutiques isolées, plus récemment contre des négociants chinois dans le bassin arachidier. Il y a eu par ailleurs des meurtres précédés de viols, beaucoup de violences dans l'actualité. Est-ce un effet d'amplification médiatique ou il y a véritablement à s'inquiéter d'une recrudescence de la violence dans notre société, commissaire Cheikhna Keita? Oui, merci. La violence sous toutes ses formes est un phénomène de société qui est là depuis très longtemps et avec laquelle nous sommes obligés de composer avec, pour l'État, la responsabilité d'en contrôler toutes les causes et les conséquences afin de permettre aux populations de faire avec. Bon, recrudescence ou amplification, non. Je ne pense pas que ce soit seulement l'effet de l'amplification, parce que vous pouvez dire telle chose s'est passée à tel endroit, le même jour, la même semaine, d'autres choses se sont passées à d'autres endroits. Nous avons une situation réelle. Et l'information facile aujourd'hui nous aide simplement à avoir un tableau de bord assez complet. Ça veut dire que le phénomène, il est là clairement devant nous, tel qu'il a toujours existé, mais pas amplifié, mais avec une pression tous les jours plus forte, et plus forte à un point tel que les autorités qui sont chargées de cela se doivent d'en prendre toutes les conséquences et de chercher les mesures les mieux appropriées pour en contrôler les causes et les conséquences. Moi, je crois que c'est là que se trouve le pari. Nous avons une délinquance, nous avons de la violence sous des formes diverses dans notre espace public et que subissent les populations. Il faut que l'État prenne la chose comme ça, comme vous le prenez, comme vous le décrivez à travers la presse, qu'il s'inspire de cette réalité-là pour dire voilà les réponses que j'apporte. Nous reviendrons tout à l'heure sur des pistes de solutions et des voies de réponse avec vous. Mais avant cela, colonel Sankoun Fati, la gendarmerie est sur la sellette. Beaucoup d'attaques se passent dans des zones sous contrôle de la gendarmerie ou sous dans le ressort de la gendarmerie. Comment la gendarmerie peut-elle faire face à ces actes de délinquance qui se passent généralement dans les zones périurbaines, dans des zones rurales, dans des zones complètement isolées? Récemment, ce qui s'est passé avec les Chinois, c'était à Latmingué. Les attaques de stations-service en rase campagne, etc. Est-ce que la gendarmerie a un dispositif qui permet justement d'anticiper et de réagir dans les temps quand il y a ce genre d'attaque? Bon, mais je vous remercie. Bon, mais je salue le commissaire Cheikhna Keita, un très professionnel. Et je le rejoins dans son avis concernant la sécurité, la vie la vie des populations, en tout cas la vie de la personne qui est inhérente avec l'insécurité. Ce qui est important, c'est deux choses. D'abord, de ne pas trop s'alarmer, parce que si on s'alarme, on ne vit pas, on vit dans le stress. Il faut, comme il l'a dit, il faut faire avec. Mais deuxièmement, il faut effectivement rendre grâce à Dieu, puisque par rapport aux pays qui nous entourent ou bien ailleurs, on peut toujours dire c'est pire ailleurs. Bon, mais surtout, avoir à la présence, l'avoir en permanence dans son esprit, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle une attitude, disons, sécuritaire. Et comme vous l'avez dit, beaucoup de ces actions se passent dans le secteur gendarmerie. Je peux vous répondre tout ça en disant que c'est avec beaucoup de sérénité, de responsabilité et de professionnalisme. Donc la sérénité, puisque la gendarmerie, depuis toujours,
son action principale d'abord, c'est le maillage du territoire. Il faut un dispositif, il faut de la présence, il faut que la gendarmerie, donc l'État, à travers ses unités, occupe le terrain. Et c'est pourquoi il y a cette montée en puissance, cette multiplication d'unités de gendarmerie à travers le territoire. Non seulement les unités territoriales, ce qu'on appelle, qui s'occupent de la police judiciaire, des enquêtes, etc. Mais également les brigades de gendarmerie. Également des éléments d'intervention. Comme vous le savez, on a commencé à déployer le long de la frontière et dans certains lieux névralgiques ces unités d'intervention. Notamment le Garci, oui. Également, comme vous le dites, il y a la capacité d'intervention, mais également, comme vous le dites, la recherche et l'arrestation des malfaiteurs. Vous l'avez vu, déjà ce que vous l'avez évoqué tout à l'heure avec ce qui s'est passé à Bayot. Très rapidement, ça a été solutionné également. Ce qui s'est passé avec l'assassinat d'un de nos commandants de brigade, très rapidement, à Kumpentum, les unités c'est ce qui démontre le professionnalisme de ces unités. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle, ce qui est derrière tout ça. C'est une organisation de la sécurité, c'est une organisation de renseignement, c'est une coopération entre les forces, une coordination parfaite entre les différentes forces de sécurité, aussi bien en matière de renseignement, en matière de surveillance qu'en matière d'intervention. Donc c'est ça la solution, en tout cas, pour répondre à toutes ces menaces-là. Très bien. Vous l'avez évoqué, beaucoup d'affaires élucidées, des interventions déterminantes, notamment lors de l'attaque de la station EDK à Saint-Louis, à côté de l'université. La gendarmerie est intervenue, mais également dans d'autres cas où les problèmes ont été réglés illico presto. Commissaire Cherna Keita, le colonel Sankoun Fati évoquait tout à l'heure la coopération entre les forces de sécurité, en l'occurrence entre la gendarmerie et la police. Est-ce que pour vous, c'est l'une des pistes à explorer ou à renforcer justement pour un meilleur maillage du territoire et un système de sécurité plus fluide, plus efficace? Vous voyez, moi j'ai toujours plaidé pour non seulement ce rapprochement, mais un rapprochement tiré à l'extrême jusqu'à la confusion de certains secteurs. Parce que dans ce métier-là, on a besoin de beaucoup d'informations, on a beaucoup besoin de fabriquer beaucoup d'outils pour pouvoir suivre de près l'évolution de la délinquance et le comportement des délinquants. Et si on est dispersé, chacun faisant sa cuisine à part, en général, il y a tellement de perditions dans les effectifs, dans les moyens, même dans les équipements, dans les stratégies. Cette perdition, pour qu'on la limite au minimum, tout en tirant profit de la diversité, il faut qu'on se serre d'assez près. Il faut qu'on comprenne que ce terrain-là, c'est le nôtre. Nous devons y travailler ensemble parce que le résultat que l'on décrit de manière négative dans un secteur contrôlé par la gendarmerie ou dans un autre contrôlé par la police, c'est le résultat de tout le monde qui est négatif. L'insécurité qui se vit à Kumpentum, c'est le même sentiment d'insécurité qui se répand partout, surtout par les temps qui courent. Ou ce qui se passe à Kaolack, se révèle comme se passant à Dakar, les médias aidants. Donc, il y a besoin aujourd'hui, véritablement, de penser notre sécurité autrement, de penser cette collaboration entre la gendarmerie autrement, de limiter les clivages et de mettre beaucoup d'outils ensemble, tels que des fichiers, tels que des éléments de contrôle, tels que des stratégies d'occupation de l'espace, dans le maillage, ne pas fermer les yeux sur la présence de l'autre, mailler ensemble dans la création de la mobilité, faire de la mobilité ensemble, dans les interventions, faire des interventions ensemble. Je crois que c'est un peu ça. Et à côté de ça maintenant, une bonne dose de concurrence, chaque corps faisant l'effort de vouloir dépasser l'autre en ardeur, on gagne toujours sur ce terrain. Mais de la concurrence saine, oui. De la concurrence saine, il faut le faire en professionnel, il faut le faire en tenant compte de ce que nous devons faire ce travail-là.
chacun voulant passer avant l'autre dans une compétition extrêmement saine, on arrive à quelque chose. Mais quel est le rôle du public? Parce que on ne peut pas faire la sécurité de la population sans la population. Quelles sont vos préconisations par rapport au public? Parce que ces délinquants, ils vivent parmi nous, ils vivent dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. Ce sont nos parents, ce sont nos frères, nos voisins, etc. C'est le grand problème. Moi, j'ai toujours dit que nous autres, forces de sécurité, devons reconstruire encore notre façon de communiquer. Nous devons tenir compte de l'autre, non pas pour lui dire voilà ce que nous sommes en train de faire, mais le rejoindre dans son espace de vie, intégrer son espace de vie, le récupérer et l'amener avec nous dans l'espace sécuritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les populations s'approprient la police et la gendarmerie, considèrent que cela agisse dans leur intérêt, au lieu de se mettre là à agir seulement par moment. Quand je suis concerné, c'est bon, je suis victime, c'est bon. Quand je ne suis pas concerné, je m'en fiche, je reste à côté. Il faut que la police et la gendarmerie travaillent à mieux communiquer. Ce n'est pas les populations qui doivent venir vers la police et la gendarmerie. C'est la police et la gendarmerie qui doivent aller dans les quartiers, dans les maisons, communiquer, non pas pour élever, communiquer, faire comprendre aux gens ce que c'est que la sécurité, comment ça doit être, comment doit être tissé ce tissu-là entre les populations et les forces de défense et de sécurité pour que chacun y gagne. Très bien. Les acteurs de la sécurité y gagnent et les populations y gagnent. Très bien. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a des numéros verts d'accès gratuit qu'on peut appeler soit pour la police ou la gendarmerie. Ces numéros sont assez connus, le 17 notamment et le numéro vert de la gendarmerie. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est le 800 00 20 20. Colonel Sankoun Fati, dernière question pour vous, mais très rapidement, il nous reste 30 secondes. À la racine de ces problèmes de sécurité, il y a deux éléments dont on discute beaucoup, mais pour lesquels on n'a pas encore trouvé de solution définitive. C'est les grâces de bandits qui ont été arrêtés, incarcérés, mais qui connaissent les techniques pour bénéficier des grâces. Et il y a aussi la circulation des armes légères. Quelle solution pour ces deux aspects? Bon, mais je vais d'abord commencer par, lever une petite équivoque par rapport à ce qu'on appelle, la répartition des secteurs gendarmerie-police. Et ça, il faut savoir que c'est surtout d'abord en matière de police judiciaire. Comme vous le savez, en matière de police judiciaire, les officiers de la compétence est territoriale. C'est-à-dire, un officier de police judiciaire, ou bien comme un magistrat, ils ont, une circonscription de compétences. Mmh. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a justement cette séparation, entre guillemets, stricte, en matière de police judiciaire. Mais en matière de sécurité, il y a une parfaite coordination. Même à celui où je suis, les policiers et gendarmes patrouillent en même temps et quand il y a des interventions centre-épaule. Donc, il y a échange. Effectivement, même au niveau vous savez qu'au niveau des régions, il y a un comité de coordination de la sécurité à la tête de laquelle le gouverneur, où se retrouvent régulièrement l'ensemble des forces de sécurité. Très bien. Donc ça, la coopération... Il y a un minimum de coordination. Très rapidement, en 30 secondes, sur la question des grâces et des armes. Bon, maintenant, vous savez, les grâces, ça c'est une prérogative présidentielle et ça obéit à une procédure que tout le monde connaît, qui serait long de décrire ici. Il y a une direction des affaires criminelles tout à fait, des grâces tout à fait. qui pilote tout ça avec l'administration pénitentiaire. Très bien. Bon, maintenant la lutte, comme c'est ce que je vous ai dit, la lutte contre justement ce trafic des armes, c'est justement cette coopération en matière de renseignement, en matière de surveillance, en matière de contrôle des frontières. Là, il y a justement cette organisation que je viens de dire. Mmh. Il faut dynamiser, continuer à renforcer, les équipements en matière de mobilité, en matière de surveillance électronique, etc. Donc, c'est dans ce secteur. Les hommes sont formés. On a des spécialistes, vraiment, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, maintenant, il faut continuer à le renforcer. Les autorités ont une pleine conscience de ça, parce qu'on va au-delà de ce que vous voyez, ce qu'on appelle j'appelle ça un peu épiphénomène. Nous, on se projette déjà avec ce qui se passe ce qui se passe dans les pays environnants. Très bien. Donc, voilà.